Bonjour à tous et bienvenue sur la bibliothèque d'Emilia et tout d'abord, bonne année! Pour cette première vidéo de l'année 2022, je me suis dit qu'il était bien de revenir sur l'année 2021 et de vous présenter mon bilan. En termes de statistiques, j'ai lu en entier 107 livres cette année avec 4 abandons, ce qui arrondit tout ça à 111 livres pour l'année 2021. Et c'est surtout au niveau des nombres de pages que je me dis « Ah ouais, quand même, j'ai pas chômé », puisque j'ai lu pas moins de 43 476 pages. Ça en fait du livre tourné, hein. Mon meilleur mois, c'était le mois de juillet où je sais pas ce qui s'est passé, j'ai lu 6250 pages. J'ai avalé 15 livres au mois de juillet et clairement je sais toujours pas comment j'ai fait puisque ma moyenne, je vous mets le petit graphique à côté, vous le voyez, est plutôt entre 10 et 8 livres, c'est vraiment ma moyenne en général. J'ai donc abandonné 4 livres. Là où je me dis qu'il y a du progrès à faire, c'est que je n'ai lu que 7 livres en anglais contre 104 en français. Il y a clairement quelque chose à revoir là-dessus, mais je vous en parlerai dans mes résolutions pour l'année 2022. Là aussi, résolution à prendre puisque j'ai écouté seulement 9 livres. Et j'aimerais vraiment en écouter plus l'année prochaine. Au niveau des genres, mes genres préférés sont clairement la fantasy avec 40 livres et 36%. Ensuite, nous avons le contemporain avec 25 livres et 22,5%. Et ensuite, le thriller avec 17 livres et 15,3%. Je pense que il y a des petits ajustements à faire parce que je n'ai pas compté, j'ai séparé les mystères des thrillers, les crimes des thrillers, enfin voilà, je fais ma petite sauce, que la science-fiction n'est pas non plus comptée dans la fantasy. Je vous mets le petit diagramme à côté. Ça reflète plutôt mes goûts, sachant que j'aime beaucoup la fantasy mais que je suis très friande aussi de thriller et que les romans contemporains ça me plaît aussi énormément. Donc c'est plutôt assez représentatif de mon année, ça me surprend pas trop. Au niveau des notations, c'est pas terrible dans le sens où j'ai beaucoup de 2 et 1 étoile, enfin beaucoup. J'ai autant de 2 et 1 étoile que de 5 étoiles. C'est-à-dire 14, 5 étoiles, 10, 2 étoiles et 4, 1 étoile. Et ça m'embête un petit peu parce que ça veut dire que j'ai pas eu énormément de coups de cœur. J'en ai eu, mais par rapport aux tous les livres que j'ai lus cette année, c'est quand même moindre. Et je pense que le prix des lecteurs y a été pour quelque chose parce que du coup j'ai découvert de nouveaux genres, j'ai découvert un spectre de genre de thriller et tous ne m'ont forcément pas plu. Donc c'est pour ça que ça a baissé un petit peu. Mais bon, on espère que pour 2022 on en aura un peu plus. Au niveau des années de publication, je suis assez contente parce que j'avais envie de lire des choses qui sortaient et pas acheter pour garder pendant des années. Et j'ai lu beaucoup de livres qui sont sortis en 2020 et en 2021. Donc ça c'est plutôt pas mal. Chose à modifier également au niveau de l'acquisition des livres. 75,7% des livres que j'ai lus étaient en ma possession et 24,3% seulement venaient de la bibliothèque. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus parce que je me rends compte qu'il y a plein de titres encore. En étoffant un petit peu mon catalogue, en regardant un petit peu plus certaines sections que j'avais pas regardées avant, depuis que mes goûts changent un petit peu, évoluent, s'affinent, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que je peux lire à la bibliothèque et donc du coup j'aimerais bien y aller un peu plus l'année prochaine. Au niveau des séries et des one-shots, on est presque kiff-kiff puisque en série j'ai lu 47,7% de mes livres. Ça aussi c'est assez représentatif parce que je suis assez friande de séries. D'ailleurs, ma vidéo sur mes séries en cours arrive très prochainement. Je pense qu'il est important, puisqu'on parle de séries, de préciser que j'en ai commencé 25 et que j'en ai terminé 5. Ouais, ça c'est pas très glorieux. Après sur les 25, je les ai pas toutes continuées. Il y en a plein que j'ai commencé et que j'ai abandonné tout de suite. Et pour préparer ma vidéo qui va venir sur mes séries en cours, je me suis rendu compte que j'ai abandonné plein de séries. Je me suis décidée, ça y est, ça faisait trop longtemps que je les avais pas lues, elles ne m'intéressaient plus, je dis allez stop, zou, on n'en parle plus. Donc les 25 séries commencées, c'est pas très représentatif. Au niveau des auteurs, j'ai quand même assez bien découvert de nouveaux auteurs puisque
près de 60% de mes lectures concernaient des auteurs que je ne connaissais pas. Ça, je trouve ça pas mal et j'espère qu'en 2021, je continuerai à lire des auteurs que je ne connais pas. C'est toujours bien de découvrir de nouvelles plumes. Par contre, messieurs, si vous me regardez, je suis navrée, mais 66,7% de mes lectures ont été écrites par des femmes. Et ça fait plaisir aussi. Enfin, au niveau des nationalités, deux pays se battent en duel, et c'est assez évident. C'est la France et les États-Unis qui ont 75% de mes lectures. C'est pas étonnant, hein. Clairement, je pense que la plupart de mes auteurs favoris sont soit français, soit américains. Il y a quelques anglais et il y a quelques auteurs qui proviennent de pays un peu plus originaux, dirons-nous. Notamment la plupart de mes thrillers nordiques, forcément, c'est la Scandinavie. Mais j'ai aussi essayé cette année une autrice coréenne et ça, j'en suis assez contente. Surtout que, vous le verrez, ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. Avant d'arrêter les chiffres et de passer vraiment à mes coups de cœur de l'année, on va parler maison d'édition, puisque j'ai fait un top 10 des maisons d'édition que j'ai le plus lu cette année. Et alors là, je vous mettrai pas le graphique original, puisque j'ai lu énormément de maisons d'édition, notamment grâce au prix des lecteurs, qui m'a fait découvrir plein de petites maisons d'édition que je ne connaissais pas. Donc, c'est pas énormément représentatif, et surtout, c'était un livre par maison d'édition. Là, j'ai pris mon top 10 avec au moins 3 livres par maison d'édition qui ont été retenus. Je vous mets la petite liste ici. Vous verrez que le grand gagnant c'est De Saxus et c'est pas étonnant parce qu'avec une de mes copines on s'en fait un par mois et que ils traduisent beaucoup de livres que j'ai très envie de lire parce que j'en ai entendu des très bons retours par toutes les youtubeuses britanniques et américaines que je suis. Ça fait partie de leur saga favorite, donc forcément quand De Saxus est traduit, je suis à fond, j'ai trop envie. Donc c'est le grand gagnant de cette année, c'est De Saxus. Mais au coude à coude avec Albin Michel. Et ça c'est historique parce que j'adore Albin Michel sur certaines collections. Déjà il y a beaucoup de MC Beaton je pense là-dedans, mais il y a aussi Amélie Nothomb et il doit y en avoir 2-3 aussi comme ça par-ci par-là. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au catalogue Albin Michel, ça veut pas dire que je les lis, mais je trouve que ce qu'il propose, je sais pas, ça m'attire, même si je vais pas lire les livres, ça m'attire vachement. En troisième position nous avons Gallimard Jeunesse. Et là, c'est assez hétéroclite, il y a plein de livres, de sagas différentes que j'ai pas forcément aimé. Il y en a un que j'ai arrêté, il y a la saga Iscari dont je parlerai plus tard que j'ai beaucoup aimé, il y a le Minalima qui est un Gallimard Jeunesse, enfin voilà, c'est assez hétéroclite on va dire, oui c'est bien le mot. Ensuite, en quatrième position, nous avons Kalman Levy. Et là, du coup, je peux dire que c'est la maison d'édition spécialisée dans le thriller, enfin du moins, question thriller, que j'ai le plus lu. Donc, Kalman Levy, voilà. Je vais regarder d'un peu plus près leur catalogue, du coup, cette année, parce que je vois que j'aime bien, ou du moins que je lis pas mal de livres de cette maison d'édition. Donc, je vais m'y intéresser. Ensuite, nous avons Fayard et Charleston, avec 4 livres chacun. Là aussi, pas étonnant. Fayard, il y a eu pas mal de documents du prix des lecteurs. Et Charleston, ce sont justement les 4 livres de la saga des 7 sœurs que nous avons lus cette année en lecture commune avec mes copines d'Instagram. Donc ben voilà. Mais par contre, Charleston, c'est une maison d'édition que j'aimerais lire un peu plus cette année et pas que les 7 sœurs parce que je trouve leur ligne éditoriale vraiment intéressante. Et ensuite nous avons Pocket Jeunesse, La Martinière Jeunesse, J.C. Lattès, Hachette et Brajlon avec 3 livres chacun. Pas de commentaires à faire dessus, c'est des maisons d'édition que je lis depuis plusieurs années, enfin depuis que j'ai repris de la lecture. C'est pas étonnant. Maintenant, on va arrêter les stats, on va arrêter les chiffres et on va parler du cœur du sujet, c'est-à-dire mes tops et mes flops de l'année. Je vais passer très rapidement sur mes flops parce que pour moi c'est pas terrible de mettre à terre un livre. Donc je vais juste en parler un tout petit peu. Le premier livre que j'ai abandonné cette année c'était Sauvage de Jamie Bradbury, publié chez Game Master. C'était pas pour moi, la plume était pas pour moi et c'est une de mes premières lectures et je me suis dit mais non mais en fait je n'apprécie pas mon moment, je me force, je passe pas un bon moment, je me suis dit stop, ça suffit. D'ailleurs vous verrez mais ça fait partie de mes résolutions pour l'année prochaine également. Deuxième abandon et là c'était le seul du prix des lecteurs d'ailleurs puisqu'il ne s'agissait pas de mes catégories mais de la catégorie littérature. Il s'agit d'une Bête au paradis de Cécile Coulon chez l'Iconoclaste. Pareil clairement non.
C'était pas fait pour moi, la plume ne me plaisait pas. Alors attention, hein, je le dis en plein milieu, mais c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que c'est mauvais, c'est juste que c'était clairement pas une plume qui me convenait, voilà. Pour ça j'en parle pas plus longtemps, ça ne sert à rien. Troisième abandon de l'année, un petit peu tard, il s'agit de La Sirène, le marchand et la courtisane de Hermès Goard. Imogen Hermès Goard. C'est publié chez Belfond et là c'était la déception parce que j'avais très envie de lire ce livre et ça ne m'a pas touchée, ça ne m'a pas atteint et du coup je l'ai posé et je ne l'ai jamais repris. Et le dernier abandon de l'année, il s'agit de Lady Helen, le tome 3 d'Alison Goodman chez Gallimard Jeunesse et j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 je me suis beaucoup ennuyée et le tome 3 j'avais l'impression que je le lisais parce qu'il fallait que je finisse mais en fait non, j'avais pas du tout envie de savoir ce qui se passait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment j'ai pu adorer le tome 1 et abandonner la fin de série. Peut-être que mes goûts évoluaient entre temps et que du coup c'était plus fait pour moi. En tout cas, c'est pas que c'est un mauvais livre, c'est juste que voilà, j'ai perdu l'intérêt total pour cette saga. C'est dommage, mais on va passer à mes tops et là je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus. Et au lieu de faire un top 10, parce que clairement j'ai eu du mal à... Même si j'avais noté mes lectures et que j'aurais pu faire par ordre de notes, des fois je me disais mais non en fait celui-là je l'aime un peu plus. Mais en même temps, enfin voilà, c'était le chaos dans ma tête. Donc au lieu de faire un top 10, j'ai décidé de vous présenter 10 lectures qui m'ont plu en vous expliquant un petit peu en quoi elles m'ont plu. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Le roman qui m'a émue et qui m'a touchée, il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller, publié chez Pocket. Enfin moi mon édition vient de Pocket et d'ailleurs elle est très très belle. J'avais adoré Circé qui a été ma première lecture de 2021, mais le Chant d'Achille, vraiment j'ai versé des larmes et j'ai trouvé ça vraiment super touchant. On suit l'histoire de Patrocle et d'Achille, mais surtout de Patrocle, durant la guerre de Troie. C'est une facette de l'histoire qui est pas souvent représentée parce qu'ils sont amants et que du coup dans le cinéma hollywoodien, en général la guerre de Troie, Achille il est avec une nénette, hein, voilà on va pas se mentir. De toute façon, Madeline Miller, j'ai lu ces deux livres en 2021, à chaque fois j'ai été subjuguée, transportée, je trouve ça plus magnifique. Mais le Chant d'Achille, ça m'a vraiment émue. Si vous aimez la mythologie grecque, allez-y. Franchement, allez-y. Et si vous ne devez en lire qu'un sur les deux, moi je vous conseille plutôt le Chant d'Achille, même si j'adore Circé. Mais vraiment, c'était une belle... En ce qui concerne le meilleur worldbuilding, ou alors... pour parler français, parce qu'en plus là mon accent est à chier, la meilleure construction de monde, clairement Brandon Sanderson avec l'Empire Ultime, et j'ai failli me taper, oui, vous l'avez tous vu. Fils des brumes, incroyable. Cette construction de monde qui s'imbrique avec tous les éléments et tout, c'est incroyable. Alors de quoi ça parle, Fils des brumes? Je vous en parle très rapidement parce que vous avez un update lecture qui va sortir dans quelques jours qui détaille ma lecture de Fils des brumes puisque je l'ai lu la semaine dernière. Mais on suit Vine qui est la fille d'une esclave et d'un noble, c'est une bâtarde en fait, et qui a le pouvoir d'ingérer et de digérer et de faire une combustion en fait dans son estomac de métaux qui lui donnent des pouvoirs. Chaque métal lui donne un pouvoir différent. Normalement on est capable de ne brûler qu'un seul métal à la fois, mais certaines personnes exceptionnelles et très rares peuvent en brûler plusieurs et il s'agit des Fils des brumes. Normalement les personnes qui ont ce genre d'habilité, que ce soit un métal ou plusieurs, ce sont des nobles. Mais il se trouve que vu que son père est noble, elle a acquis cette capacité et elle va rencontrer Kelsier qui lui aussi est un fils des brumes, mais qui provient également des non-nobles, les Ska ça s'appelle, et qui projette de renverser l'Empire Ultime dirigé par le grand vilain qui au final a gagné. C'est une histoire en fait de qu'est-ce qui se passe après que le grand vilain a gagné. Et il l'embarque avec lui pour pouvoir renverser l'Empire Ultime. C'est des complots, c'est des trahisons, c'est de la politique, c'est du paraître, c'est de la magie, c'est de l'apprentissage, c'est plein de choses géniales et une construction de monde incroyable, vraiment un petit bijou. Le nouvel auteur chouchou, est-ce que j'ai besoin de vous le dire si jamais vous regardez mes vidéos? Je ne crois pas puisqu'il s'agit de Jérôme Loubry. J'ai découvert Jérôme Loubry cette année et je suis tombée amoureuse de la plume de cet auteur. Je trouve ses romans à chaque fois différents, bien menés, avec des retournements de cerveau dingues. Et même, pourtant le dernier, je m'y étais habituée parce que c'était le troisième que je lisais en très peu de temps. Je me suis dit, cherche le petit truc
qui est sous ton nez. Et je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, quand on m'a donné la réponse, c'est déjà genre... Mais il nous a livré le truc sur un plateau et c'est tellement, sur le coup, invraisemblable que du coup on n'y prête pas attention, alors qu'en fait, après tout au long, il nous disperse plein de tout petits indices qui rendent le tout vraisemblable. Et c'est là où pour moi c'est un génie. Voilà, j'espère pouvoir le rencontrer l'année prochaine en dédicace. Franchement, j'aimerais trop. En tout cas, voilà, c'est mon nouvel auteur chouchou, celui que j'ai découvert cette année et que clairement je vais continuer à lire chacun de ses livres, je vous le dis. Ensuite, on va passer au roman dont je n'attendais rien du tout mais qui m'a prise par surprise. Il s'agit de Bonne nuit maman de Seo Miae. Je crois que je fais une propagande, surtout en cette fin d'année, pour ce bouquin parce que je l'ai découvert dans le prix des lecteurs et c'était coréen et j'avais un petit peu peur et j'osais pas trop y aller et je l'ai pris un petit peu en me disant bah, je vais le lire, on va voir. Et oh, mais quelle claque! J'ai été happée dans cette histoire, mais un truc de malade. J'ai vraiment, pendant plusieurs jours, j'ai repensé à cette histoire et ça m'arrive pas souvent, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Et donc il s'agit en fait d'un tueur en série un peu psychopathe qui ne veut parler à personne. Jusqu'au jour où il dit bah en fait cette personne-là, cette dame, je veux lui parler. Cette dame, c'est notre protagoniste que nous allons suivre, qui est psychologue et qui connaît absolument pas l'assassin et qui sait pas du tout pourquoi il ne veut parler qu'à elle. Et en parallèle, on suit l'arrivée de la petite fille de son compagnon qu'elle n'a jamais vue. C'est un peu mystérieux tout ça. Et qui est obligée de venir habiter avec eux parce que sa maison dans laquelle elle habitait avec ses grands-parents a été brûlée et les grands-parents sont morts dans l'incendie. La gamine est un peu flippante et j'en dirai pas plus, mais si vous avez envie d'une plume qui change un peu et de découvrir le thriller coréen, vraiment allez-y parce que Bonne nuit maman, vraiment il m'a convaincu. Ensuite, le jeunesse que j'ai préféré et qui en plus était très intelligent, il s'agit de Holopax de Jennifer Townsend et c'est publié chez Pocket Jeunesse et c'est le tome 3 des aventures de Morrigan Crow que j'ai adoré. Vraiment, je trouve que c'est un livre jeunesse mais tellement intelligent qui traite certains problèmes actuels avec... Vraiment, c'est si bien fait. Je peux pas vous le dire autrement, c'est juste, c'est très bien fait. C'est touchant, c'est folklorique, c'est plein d'action et aussi il y a un méchant qui est pas si méchant. Enfin, bien sûr qu'il est méchant, mais je veux dire, il est ni noir ni blanc et Morrigan elle n'est ni noire ni blanche non plus. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que souvent les méchants, surtout dans les jeunesses, sont très manichéens et là pas du tout. Et à un moment j'ai même ressenti de la compréhension et de la peine pour le méchant et je trouve ça super bien fait. Donc voilà, le jeunesse que je recommande cette année, c'est Holopax. Ensuite, le livre Plume Blanche, vraiment contemporaine Plume Blanche, qui m'a le plus convaincue cette année, c'est Blizzard de Marie Vintra aux éditions de l'Olivier. J'ai eu ce livre dans le cadre du prix des lecteurs féminins, je l'ai postulé comme ça, et on me l'avait envoyé. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oh mon dieu, je vais pas aimer du tout. C'est du nature writing, ça a l'air un peu pompeux, ou enfin voilà, j'étais pas... Et en fait, j'ai adoré. C'était pas du tout hautain, c'était très accessible, c'était très prenant, l'intrigue était vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on suit dans cette histoire? En fait, c'est un huis clos, mais pas vraiment dans une maison, mais dans une région, dans un petit village d'Alaska où il y a de la neige et en fait il y a un petit garçon qui disparaît dans la tempête et vous suivez plein de personnages en fait qui habitent dans ce village qui vont essayer de retrouver l'enfant et qui ont chacun une histoire qui leur est propre et on vous la raconte, vous la distille comme ça petit à petit au cours du roman. Il est pas très long, hein, il fait 200, même pas 200 pages. Je l'ai lu d'une traite et clairement j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, donc je vais regarder si Marie Vintra a prévu un autre livre parce que je le lirai avec grand plaisir. Ensuite, le livre qui m'a fait pleurer comme un bébé du début à la fin, ou presque, il s'agit des Lendemains de Melissa d'Acosta, publié chez les livres de poche et initialement chez Albin Michel. Ah, Melissa d'Acosta et moi, c'est une grande histoire d'amour, enfin pas dans son sens puisqu'elle ne me connaît pas, mais moi j'avais adoré Tous les bleus du ciel, ça avait été un des livres. Vous savez, dans une vie de lectrice, il y a certains livres qui vous marquent
et que vous savez qu'ils vous marqueront à jamais. Et Tout le bleu du ciel en a fait partie. Et du coup, j'ai lu le deuxième roman qu'elle avait sorti, qui est Les lendemains, qui est substantiellement plus petit, mais qui m'a tout autant fait pleurer. Alors, Tout le bleu du ciel parle d'un sujet qui est important dans ma famille et du coup, voilà, il a une place particulière. Mais là, j'ai vraiment beaucoup pleuré. On suit Amande, qui est une jeune fille qui vit un drame au tout début et j'ai commencé à pleurer dès le début. Hein. J'étais là genre, oh, mon chéri ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle va s'exiler en Auvergne pour apprendre en fait à revivre et à se reconstruire et passer cette épreuve. Et on peut pas vous en dire beaucoup plus dans ce résumé, mais juste c'est beau, c'est touchant, c'est triste, c'est fort, ça vous prend au trip, enfin voilà, j'ai adoré. Et il y a le troisième roman qu'elle a sorti, Je revenais des autres, qui sort en janvier. Je vous en reparlerai. Ensuite, la saga vraiment qui a rythmé mon année, je vous en parlais tout à l'heure, il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, publiée au livre de poche mais initialement chez Charleston, tout simplement parce qu'avec mes copines, on fait la lecture commune, on attend le 7e tome en poche, on espère qu'il arrivera très rapidement parce qu'on a très envie de le lire. De quoi ça parle les 7 sœurs? Les 7 sœurs, c'est l'histoire de 6 sœurs, et oui, vous comprendrez si jamais vous lisez l'histoire, qui ont été adoptées par un riche mécène. Alors elles ne sont sœurs que d'adoption, hein. Elles ont toutes été adoptées une par une on va dire. Et à sa disparition du père, il leur lègue en fait une sphère et des lettres qui les aideront à retrouver en fait leur passé et leur véritable histoire, enfin du moins leur histoire biologique. Et chaque tome va se concentrer sur une sœur qui va partir à la recherche de son histoire et de l'histoire de sa famille. Et c'est à chaque fois c'est du voyage, c'est de l'émotion, c'est de l'histoire, parce qu'en fait vous avez à chaque fois une double temporalité, vous suivez à la fois la sœur qui fait son voyage mais aussi l'ancêtre de la sœur qui elle vit sa vie. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga. Je trouve que je suis très triste que Lucinda Riley nous ait quittés cette année parce que vraiment c'est une autrice de talent, enfin c'était une autrice de talent. Donc on a hâte de lire le 7e tome. Et si je vous montre La Sœur de l'ombre, c'est parce que mon préféré, personnellement, c'est le 2e tome, mais je l'avais lu en 2020, donc ça ne compte pas. Et en 2021, c'est celui que j'ai le plus aimé. Alors, on va passer à un livre que je n'ai pas sur moi. Il s'agit de la série que j'ai enfin fini. Et je vais vous parler d'Iscari de Kristen Ciccarelli. Et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai enfin terminé cette série. J'avais adoré le tome 1, Achat, tueuse de dragons. Le tome 2 m'a plu. Je l'ai lu aussi en 2021. Et le tome 3 était encore mieux pour moi. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette série. Je vous mets le petit par ici. Tout ce que je vais vous redire, parce que du coup je vais quand même tout dire dans cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une mythologie avec, dans le 3e tome notamment. Dans chaque tome vous avez une mythologie propre à l'histoire qui se mêle avec l'histoire également, et j'ai trouvé ça très intelligent. J'aime beaucoup cette série, je suis très contente de l'avoir finie parce que j'ai tardé entre le 1 et 2-3. Mais voilà, c'est la série que j'ai enfin finie. Ensuite, je vais vous parler de mon couple d'amoureux préféré et il s'agit de Bryce et Hunt dans Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. C'est une belle bricasse que j'ai adorée. Le début est un peu laborieux, on va pas se mentir, mais après c'est dingue. On va suivre Bryce qui est mi-humaine, mi-faée et qui se retrouve à devoir enquêter sur un drame qui lui est arrivé au tout début du roman. Je peux pas vous dire quoi hein, parce que vraiment sinon c'est un spoil. Et elle va être accompagnée d'un ange déchu qui s'appelle Hunt et qui doit un petit peu à moitié l'aider, à moitié la surveiller. Et entre eux va se développer une romance slow burn, donc vraiment très lente, que j'adore ce genre de romance. J'aime pas quand les personnages s'aiment tout de suite, voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas, alors que là c'est vraiment progressif, c'est super bien fait, et puis au-delà de ça, le livre est plein d'action, le monde est vraiment sympathique, j'ai hâte que le 2 sorte, de toute façon je pense qu'il va pas trop tarder, peut-être en fin d'année 2022, on croise les doigts, De Saxus, j'espère que vous serez rapide pour la traduction. Mais donc voilà, c'est mes 2 amoureux préférés de cette année. Exit les amoureux, parlons de mon personnage préféré de cette année. Et il s'agit de Mia de Nevernight. Alors là c'est le 2e tome que je tiens, je l'ai pas encore lu, mais c'est juste que le premier et je ne sais pas, il est rangé, voilà.
je ne l'avais pas vu. Quoi qu'il en soit, Mia c'est un personnage qui a du cran, qui va botter les culs, enfin elle est géniale, je l'adore. Nevernight, ça parle donc de Mia qui a vu sa famille se faire assassiner devant ses yeux et qui décide d'aller dans une école d'assassins pour pouvoir buter en fait les personnes qui ont tué sa famille. Et en chemin, elle va rencontrer d'autres élèves. L'école des assassins, c'est quand même pas Jojo dans le sens où en cours vous pouvez vous faire tuer. C'est même dans le premier cours, la moitié je crois se font tuer. Voilà, on adore, hein. J'ai adoré. Je trouve en plus l'écriture de J. Christophe très drôle. Et les notes de bas de page, parlons-en, certains détestent et moi j'ai adoré. J'ai trouvé que ça rajoutait vraiment de complexité au monde et puis ça permettait de franchir le 4e mur et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et avant de vous présenter le livre qui a marqué mon année 2021 et qui a gravé une place dans ma vie de lectrice à jamais, et qui aurait pu concourir à la fois pour mon personnage préféré et à la fois pour la catégorie qui va suivre, je vais vous parler de mon plus beau livre. Et alors là, le choix a été difficile parce que j'ai plein de livres que je reçois grâce à ma box Fairyloot qui sont juste sublimes. Le livre qui va suivre est magnifique, mais... Bah oui, le Mille-Anima de Harry Potter, il est incroyable. Il est vraiment... c'est une beauté, c'est une œuvre d'art. Je l'ai lu, enfin j'avais déjà lu Harry Potter 1, je ne sais plus combien de fois. Je pourrais le citer presque je pense. Mais celui-là je l'ai lu à Noël parce que j'avais envie de me replonger dans quelque chose de vraiment doudou pour la période des fêtes. Et en général je lis Harry Potter pendant la période de Noël ou en début d'année. Et je l'ai lu et chaque page est un émerveillement. J'étais à chaque fois, mon pauvre chéri qui jouait aux jeux vidéo à côté de moi, je lui disais regarde, regarde. Et au début il regardait puis à la fin il en avait un peu marre. Mais voilà, je vous montrerai pas les pages à l'intérieur parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit découvrir avec émerveillement pour la première fois si jamais vous voulez le lire. Enfin si jamais vous voulez l'avoir, mais vraiment c'est une beauté. Même les pages sans pop-up, juste d'illustrations sont magnifiques, c'est vraiment une mise en page de fou. Et du coup, même si j'ai de très belles éditions de livres, ça c'est vraiment le plus beau livre que j'ai lu cette année. Et du coup, passons au livre dont je fais la propagande à chaque fois, que j'ai adoré, que j'ai lu en anglais en plus. Alors, c'est... enfin... En général, quand c'est plus dur à lire, parce que forcément c'est pas ma langue maternelle, j'aurais plus de mal à avoir un coup de cœur, mais là, j'ai été transportée par ce livre. Et ce livre m'a touchée d'une façon que je ne saurais expliquer. C'est comme tout Bleu du ciel dont je vous parlais. Il y a des livres comme ça qui vous marquent et qui vous marqueront à jamais. Et pour moi, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Willy Schwab. C'est publié en français chez Humaine. J'ai même l'édition française hein, parce que j'ai tellement aimé ce livre que malgré que j'ai une édition sublime, j'ai voulu l'édition française en plus qui je trouvais était très belle avec le papier calque également. Mais donc moi j'ai l'édition de chez Illumicrate qui est juste sublime. Voilà, elle est très belle. Donc je l'ai lu en anglais et vraiment j'ai été transportée. Vraiment ça a été une lecture qui m'a émue, qui m'a donné une sensation de doudou mais qui aussi m'a rendue triste et qui était tellement poétique, onirique, artistique, enfin il y avait tout ce que j'aimais dans ce livre. Il y avait des personnages attachants et réels, il y avait un méchant pas si méchant, il y avait une double temporalité, il y avait toute une gamme de représentations de domaines artistiques et il y avait beaucoup de blessures en fait qui étaient là mais qui... Et donc de quoi ça parle hein, quand même. Adi Larue, c'est l'histoire donc de Adi qui au Moyen-Âge passe un pacte avec le diable car elle veut fuir un mariage arrangé et elle veut en fait... et elle fait le souhait d'être libre et de pouvoir vivre à jamais. Sauf qu'en fait, ce que le diable ne lui dit pas, c'est qu'en échange, personne ne se souviendra d'elle. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans la même pièce qu'elle, vous vous souvenez d'elle, mais dès que vous quittez la pièce, c'est fini, vous ne souvenez plus d'Adi. Et du coup, elle va devoir mener une vie très solitaire à travers les siècles. Alors oui, elle va avoir beaucoup de choses, mais elle va aussi devoir galérer pour manger, parce qu'elle ne peut pas avoir de travail, elle ne peut pas louer un appartement, dans les temps modernes, hein. Mais enfin voilà, c'est
plein de choses comme ça qui sont difficiles à ne pas s'attacher aux personnes. Il y a toute une partie du roman où elle raconte comment elle a eu le premier rendez-vous pendant 6 mois avec un garçon, alors que bah, pour lui c'était la première fois qu'ils se voyaient, mais pour elle ça faisait 6 mois qu'ils se voyaient. Plein de choses comme ça. Elle a aussi été une muse pour plein d'artistes, mais qui du coup ne se souvenait pas d'elle, elle a juste réussi à les inspirer quand même malgré tout. Et un jour elle va dans une librairie et elle vole un livre, parce que bah, elle peut rien acheter vu qu'elle a pas d'argent. Et en fait, quand elle revient le lendemain, le libraire se rappelle d'elle et il lui dit même mais vous avez volé mon livre, rendez-le moi. Et là, elle comprend pas ce qui se passe et elle va tout faire pour savoir pourquoi lui se rappelle d'elle. Et j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré. En fait, ce livre pourrait cocher pas mal de catégories hein, dans tout ce que je vous ai dit, mais s'il ne devait en rester qu'un, j'aimerais vous dire que le choix serait dur, mais non en fait, le choix serait pas dur, parce que s'il devait en rester qu'un, ce serait celui-là. Je pense que j'essaierai de le relire en français, ou pas, peut-être que je le relirai en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait La vie invisible d'Adi LaRue de V. Schwab. Très rapidement, avant de terminer cette vidéo, on va parler de mes résolutions pour 2022. La première, ce serait de finir plus de séries. Je pense que c'était explicite, vu que j'en ai commencé 25 et j'en ai fini 5. Voilà, il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus. Ensuite, ma deuxième bonne résolution, ce serait d'abandonner plus facilement un livre. Il faut que j'arrête de vouloir me borner à continuer un livre. Il ne faut plus que j'ai des livres à 2 étoiles que je n'ai pas abandonnés, parce que 2 étoiles, ça veut vraiment dire que j'ai pas passé un bon moment. Et pourquoi? Donc peut-être mieux aussi choisir mes livres. Bonne résolution numéro 3. Ensuite, autre bonne résolution, aller un petit peu plus à la bibliothèque. Je vous en ai parlé. Je trouve ça bien, ne serait-ce que pour la planète et l'environnement, de pouvoir lire ce que j'ai envie de lire et qui est déjà à disposition. Ensuite, essayer de vider les vétérans de ma palle, parce que j'ai certains livres que j'ai depuis 2 ans et que j'ai pas touché. Il y a peut-être une vidéo à faire là-dessus. L'avant-dernière bonne résolution, ce serait peut-être de ne pas laisser traîner les gros livres qui me font peur, juste parce qu'ils me font peur. Parce que si Fils des Brumes peut apprendre quelque chose, c'est que c'est pas parce qu'ils font peur qu'ils sont pas bien. Et que en fait, il y a beaucoup de mes livres de cette année que j'ai adoré, qui font partie aussi de mes plus gros livres. Par exemple, Crescent City, Nevernight, c'est les premiers qui me viennent en tête, à part Fils des Brumes. Mais voilà, il faut pas que je laisse traîner les gros livres parce qu'ils me font peur. Par exemple, j'ai Un sorcier noir et éternel qui est gros et que je suis sûre que je vais adorer et qui est toujours dans ma bibliothèque. Et enfin, ma dernière bonne résolution de l'année, et celle-là j'aimerais vraiment m'y tenir, c'est de lire un livre en VO par mois. Alors oui, pourquoi un par mois? Parce qu'en fait, tous les mois, j'en ai qui arrivent de ma box Fairyloot et j'en ai pas lu beaucoup cette année. Donc j'en ai qui arrivent, il faudrait peut-être que je vide les anciens. Et puis surtout, à la base, j'avais pris cet abonnement, c'était notamment parce que les livres sont très beaux, mais aussi pour pouvoir pratiquer mon anglais, parce que j'ai toujours été assez bonne en anglais. Sauf que maintenant que je ne regarde plus de films et de séries télé en anglais parce que mon chéri n'aime pas, je ne pratique plus du tout. Et à part écouter les vidéos de mes booktubeuses préférées anglaises et américaines, je pratique pas. Du coup, j'aimerais bien lire un livre en VO par mois. Ce serait mon challenge de cette année 2020. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà assez long. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera géniale pour vous, qu'elle vous apportera tout ce que vous avez souhaité et demandé et que la situation sera meilleure qu'en cette fin d'année. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais des bisous!